dans une forge noyée dans l'obscurité, un homme se tient seul, son corps est immobile, son esprit parfaitement concentré, ses gestes sont simples, presque austères, mais d'une précision absolue, à chaque coup de marteau, le métal résonne, se heurte, se tord, se souille et se transforme. Les impacts répétés font jaillir une lumière blanche, froide, presque sacrée, qui tranche avec les ténèbres environnantes, le rythme est constant, implacable, il frappe encore et encore, comme s'il martelait non seulement l'acier, mais aussi son propre destin. Soudain, une silhouette plus jeune apparaît derrière lui, sortant de l'ombre avec désinvolture, d'un ton moqueur, elle demande s'il pense réellement que cela va fonctionner. L'artisan ne répond pas, il reste calme, imperturbable, totalement absorbé par son ouvrage, le jeune homme insiste, feignant la curiosité, se demande-t-il vraiment s'il va aller jusqu'au bout de sa vengeance? Le marteau s'abat une nouvelle fois, enfin, sans détourner le regard de son travail, l'artisan lâche ses premiers mots, glacial, qu'il disparaisse s'il ne compte faire que débiter des inepties, un sourire railleur se dessine sur le visage de l'autre, qui réplique que tout cela n'est-il pas dû à sa culpabilité? Qu'il est bien tard pour se consumer de rage et parler de vengeance, n'est-ce pas? À ce moment précis, un nouveau coup de marteau résonne, plus lourd, plus violent, dans l'esprit du forgeron surgissent ses souvenirs les plus douloureux, le corps sans vie de son père, étendu au sol, le sang figé, l'impuissance, la colère bestiale qui l'avait fait rugir autrefois. La voix derrière lui continue, cruelle, c'est lui qui a forgé les outils du massacre, et maintenant il voudrait se venger? Quelle absurdité, l'artisan ferme les yeux, lorsqu'il les rouvre, une aura invisible mais écrasante se déploie autour de lui, témoignant d'une détermination absolue, il répond qu'il s'en moque, sa décision ne changera pas, quoi qu'il arrive. Il quitte alors l'obscurité de la forge, portant avec lui sa dernière création, d'une voix basse, il explique que pendant 15 ans, il a vécu en tant que forgeron du culte du sang, en tant qu'artisan démoniaque, peu importe comment il tente de se justifier, cela ne changera jamais une vérité, cette tragédie est née de ses propres mains, et avec ses mêmes mains, il y mettra un terme, une voix puissante et dominatrice brise soudain le silence, ordonnant d'entrer, appelant l'artisan démoniaque. À l'intérieur, une foule élégante et disciplinée attend, silencieuse mais vibrante d'excitation, la voix s'élève à nouveau, plus forte encore, semblant vouloir atteindre les cieux, que tous les démons se prosternent, que tous acclament le démon divin. Après 15 années, le ciel démoniaque a renversé Jean-Juan, et le culte du sang s'est hissé au sommet du Jiangu en tant que seigneur légitime, tout cela grâce au grand et noble seigneur, le démon du sang, pour célébrer cet exploit, l'artisan démoniaque a forgé la 11e arme divine. L'artisan avance lentement, chaque pas mesuré, l'air étrangement calme autour de lui. Il pense que peu importe si cela n'efface pas ses péchés. Il s'agenouille et présente l'arme, l'orateur tend la main pour en ressentir l'énergie, tandis que la foule reste prosternée. Soudain, son expression change, il est choqué. Il murmure qu'il n'y a rien. Aucun QI, rien du tout, à cet instant, l'artisan sait que c'est aujourd'hui qu'il mettra fin à tout, il attaque sans hésiter, l'arme traverse l'espace à une vitesse phénoménale et transperce le flanc droit du démon du sang avant même que son corps ne comprenne qu'il est blessé, le sang jaillit comme une fontaine. L'artisan enchaîne, son intention claire, tuer le démon du sang, son arme, entourée d'une aura meurtrière, vise droit vers lui, le démon du sang ne réagit pas. Il reste assis, calme, la tête reposant sur sa main droite, l'impact soulève poussière et débris, forçant la foule à détourner le regard. L'artisan est stupéfait, sans faire le moindre mouvement superflu, le démon du sang arrête l'arme du bout de ses doigts, l'artisan intensifie son contrôle, déchaîne toute son énergie, utilisant les arts martiaux qu'il a appris de lui-même. Même s'il doit consumer toute sa force vitale, il perce la main du démon du sang, l'arme file vers sa tête, il va le tuer. La pression projette le démon du sang au sol, une onde de choc éclate, dans la foule, un homme au visage disgracieux et aux cheveux bleus s'exclame, incapable de croire qu'un tel art martial soit possible, lorsque la poussière retombe, un cratère apparaît. L'artisan est debout, crachant du sang comme de l'eau, épuisé, il pense enfin avoir réussi, le démon du sang se relève, intrigué, il retire l'arme de sa tête et commente calmement qu'il s'agit d'une dague sans forme ni QI, un nom parfaitement approprié, l'artisan est horrifié, il savait déjà? Comment est-il encore en vie? Le démon du sang l'attrape à la gorge et lui rappelle qu'il est son ancien sujet, même en tant qu'héritier du clan Tang du Sichuan, la vengeance est vaine, l'artisan lui ordonne de ne pas salir le nom de sa famille, le démon du sang soupire, regrettant qu'il n'ait plus de QI inné, puis promet de lui offrir un dernier cadeau, une incantation inconnue résonne, le corps de l'artisan est projeté vers le ciel, ses blessures se régénèrent, l'arme, contrôlée par l'énergie du démon du sang, le transperce à l'œil droit. La gravité fait le reste.
En chutant, l'artisan se demande où tout a basculé. Né avec un dentier difforme, il avait trouvé son talent dans la création, mais n'avait jamais connu la liberté. Si seulement il avait su, ce jour-là, lorsque le monde fut unifié sous la voix démoniaque, Tang Se-hoon, l'artisan démoniaque autrefois appelé le plus sinistre artisan divin du monde, trouva la mort, puis une table, des plats, une main qui frappe violemment, une voix l'insulte et lui demande s'il écoute. Tang est confus, l'endroit est lumineux. Il entend trop bien pour être mort, le démon du sang? Où est-il? L'homme aux cheveux bleus s'approche, furieux, prêt à le frapper, puis le frapper. Tang reprend ses esprits, on lui demande s'il écoute maintenant, des noms lui reviennent, Junampiung, Meng Geuk, Liozong, alors celui derrière lui, il comprend. C'était 16 ans plus tôt, le jour où Liozong célébrait son entrée comme disciple du chef de l'Alliance Murim, le jour où Séol fut violé, le jour où il n'avait rien pu faire, il en est certain, ce jour-là, rêve ou non, cela n'a aucune importance, il changera tout. Lorsque l'homme aux cheveux bleus s'apprête à le frapper de nouveau, Tang lui saisit la main et lui donne une chance, s'ils sont humains, qu'il s'excuse sincèrement. L'homme aux cheveux bleus explose de rage, parlant de séduction, de mort, prêt à dégainer son épée. Tang réplique que sa sœur a été plus intelligente en rejetant leur proposition, ajoute qu'il aurait fait pareil vu son visage, puis l'insulte encore, le traitant d'ordure. Hors de lui, l'homme attaque, Tang esquive, une fois, deux fois, calmement, avec précision. Autrefois, il aurait été battu, mais pas cette fois, il charge, l'attaque est bloquée, Tang saisit l'épée, le projette, puis d'un mouvement net, lui tranche la main droite, à genoux, hurlant de douleur, l'homme est terrifié. Tang le regarde froidement et lui dit que ce n'est que le début, faible ou non, il n'est pas un héros, alors autant en finir, le prochain coup visera son cœur.